avons choisi de travailler sur la cocaïne en tant que modèle de produit provoquant une dépendance psychique importante. Et ce travail va s'articuler autour de 3 points. Nous avons réfléchi sur les modes d'entrée dans la cocaïne. Qu'est-ce qui fait qu'un patient qu'un individu va commencer à prendre de la cocaïne? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, il va se dire « c'est plus possible, il faut que j'arrête ». Et dans un 3e temps, ce n'est pas le tout de s'arrêter, c'est qu'est-ce qui fait qu'il va essayer de maintenir cette abstinence. Dans ce 3e temps, nous essaierons de donner quelques vignettes cliniques afin de donner une voix à toutes les personnes qui ont vécu, pour reprendre l'expression que Patrick a employée hier, un accident de la liberté au cours de leur trajectoire de vie, qui ont été confrontés à leur fragilité psychique, qui ont éprouvé un conflit de volonté, mais qui ont su aussi, dans un 2e temps, croire en suffisamment eux-mêmes, croire en leurs capacités, et qui ont pensé qu'une vie sans produit pouvait être vécue, pouvait avoir des moments sereins, agréables, des moments intenses sans produit. Voilà, donc on essaiera de leur donner un petit peu une voix en citant quelques cas cliniques. Cela dit, pour autant que repérables puissent être ces différentes circonstances qui déclenchent l'arrêt de la consommation, on est bien d'accord que le maintien de l'abstinence va nécessiter des modifications du fonctionnement psychique, un remaniement psychique qui va être important pour pouvoir durer dans cette abstinence. Alors, pour cela, nous nous sommes inspirés d'un modèle conceptuel issu des théories de l'évolution, reposant sur l'homologie et l'analogie. Alors, c'est Patrick Farreau qui nous a un peu soufflé ce modèle conceptuel, mais il nous a semblé intéressant pour pouvoir après essayer de mieux décrypter un petit peu ce que pouvaient dire nos patients dans ce qui les a aidés à s'arrêter. L'homologie au sens des structures dont on hérite du fait de nos prédispositions et du processus addictif antérieur, donc ce qu'on a au départ, hein, l'homologie addictive du départ, et ensuite, dans un second temps, l'analogie au sens des ressemblances du fonctionnement entre ces nouvelles pratiques d'abstinence et les anciennes pratiques addictives. Donc, si on a une forte analogie associée à l'homologie, on suppose que la structure psychique addictive antérieure reste dominante. Au contraire, si l'analogie est faible ou en tout cas peu repérable, on peut supposer que le remaniement psychique a été important, même si bien sûr la structure héritée, la structure homologique, n'a pas complètement disparu. Hein, c'est cette façon de pouvoir comparer des fonctionnements psychiques antérieurs addictifs au nouveau fonctionnement après l'arrêt de ce produit. Alors, le premier groupe qu'on a pris, ce sont des patients, on a fait comme ça, on a repris quelques cas cliniques et on les a classés dans les homologies avec forte analogie. C'est-à-dire que l'individu, et ça on en a plein de patients comme ça, et dans nos centres méthadone, les patients qui ont pris de la cocaïne et qui arrêtent la cocaïne et qui continuent à vivre, moi je pense à plusieurs de mes patients à ce moment-là, ils ont tenté de substituer leur prise de cocaïne par d'autres dépendances, alors soit des produits, soit l'alcool, je crois qu'on nous parlera de l'alcool tout à l'heure, mais c'est certainement quelque chose qu'il ne faut pas négliger, par le cannabis, par l'alimentation, ou par des comportements, au sexe, au jeu, au travail, etc. Alors ces nouvelles conduites leur procurent des moments intenses, des moments où ils sont vraiment en high, là, ils vivent ces moments intenses, c'est important pour eux, et ils réaménagent un petit peu leur vie comme cela. Et on a fait un deuxième groupe de homologie avec analogie en intermédiaire. La consommation de cocaïne, là, est ici plus un système de récompense alimenté par une reconnaissance par ses pairs. Alors ces pairs, ça peut être les gens avec qui on fait du sport, ça peut être aussi, dans plusieurs cas, on s'est retrouvé face à des patients où la demande d'arrêt de cocaïne par la famille était extrêmement prégnante. Et le fait qu'ils se soient arrêtés de prendre de la cocaïne a fait tellement plaisir aux gens avec qui ils étaient, que les gens autour d'eux, leur famille a repris confiance en eux. Et dans ces cas-là, ils ont eu une inflation narcissique, un renforcement un petit peu de ce qu'ils pouvaient penser d'eux-mêmes.
Et cette reconnaissance par les pairs est quelque chose qui les aide à tenir et à vivre des moments où ils se sentent bien. Tous les individus qui ont été aidés par les mouvements d'anciens usagers, qui ont donc monté les 12 marches, et que la reconnaissance qu'ils ont par les mouvements d'anciens usagers, et notamment tous ceux qui ont expérimenté ce parcours, leur permet d'être suffisamment sereins et d'avoir confiance en eux suffisamment pour maintenir leur abstinence. Alors c'est certainement des personnes qu'on rencontre peut-être plus en Amérique du Nord que chez nous, où ces mouvements d'anciens usagers ont certainement un impact et une importance quantitative plus importante que chez nous en France. Et on terminera par l'homologie sans analogie manifeste. Alors on a remarqué que ces gens-là font souvent des choix de cœur un peu quand ils essayent de retrouver comment on va dire, des façons de vivre qui les aident un petit peu à avoir des moments sereins. Comme on prend la cocaïne aussi de façon souvent non rationnelle en faisant un choix de cœur, là aussi, ils se réinvestissent un peu comme ça dans des activités avec des moments intenses vécus avec le partage avec autrui. Et la conviction avec laquelle ils vivent leurs engagements les aide à avoir suffisamment de sérénité et puis des moments de plénitude par le plaisir partagé avec autrui. Alors on a retrouvé comme ça des gens qui se sont énormément investis dans des associations caritatives, dans des engagements syndicaux ou autres, et également plusieurs fois des gens qui retrouvaient beaucoup de moments intenses et vraiment qui retrouvaient une vie avec un équilibre qu'ils qualifiaient de satisfaisant par en retrouvant comment on va dire, leur joie, leur plaisir en étant père ou mère dans leur fonction de parentalité. El consumo de cocaína ha tendido a crecer de manera espectacular en los últimos años. Las demandas por tratamiento de cocaína ha pasado exactamente igual y, sin embargo, el consumo de heroína ha decrecido enormemente en los últimos años, manteniéndose estable, y las demandas por tratamiento de heroína también han decrecido de manera clarísima. Con lo cual hay una situación realmente de cambio de situación, ¿no? Por un lado, los clínicos que estábamos avezados en el tratamiento de la dependencia de heroína. Ahora mismo esto es un hecho que se produce con poca frecuencia. La dependencia de heroína en España se maneja con mantenimiento con metadona, fundamentalmente. Desgraciadamente no tenemos a nuestro alcance el mantenimiento con buprenorfina. ¿Cuáles son las fortalezas? Bueno, hay una fortaleza evidentemente importantísima. En España hay una red de tratamiento de las adicciones muy importante. A partir de la gran tragedia que se produjo en los años 80 con el consumo de heroína, un incremento enorme de la infección por el virus del SIDA y un enorme incremento de la delincuencia asociada al consumo de sustancias, se creó una red asistencial, yo creo que óptima, con profesionales muy experimentados en el tratamiento de adicciones a sustancias ilegales. Y otra gran fortaleza que tenemos, no solamente es una situación que ocurra en España, sino en cualquier otro país, que es la disponibilidad de tratamientos psicoterapéuticos eficaces. ¿Cuáles son las debilidades? Pues que no tenemos un tratamiento farmacológico. Esto es una debilidad gravísima, no resuelta, y también que tenemos una gran dificultad para adaptarnos a un modelo de adicción que difiere del modelo de la adicción a la heroína, que es lo que explicaré a continuación. Con lo cual, ¿qué concluimos? Pues que hay un estado hipodopaminérgico, ¿no? Que una persona que está en dependencia de cocaína tiene un sistema dopaminérgico poco eficaz, poco activo, capaz de ofrecer poca gratificación y placer a la persona que está ahí, al no ser que tenga un estímulo muy potente como pueda ser la propia cocaína. ¿Cómo podíamos restablecer el equilibrio, cómo podíamos restablecer el estado hipodopaminérgico? No lo sabemos. Realmente, si hay un tratamiento farmacológico que se piense que es eficaz para la cocaína, el que mejor sale parado de todos los metaanálisis y revisiones por expertos que se realiza es el disulfiram. El disulfiram es, al fin y al cabo, una sustancia dopaminérgica. Es un inhibidor de la dopamina beta-hidroxilasa, que es la enzima que regula el paso de de dopamina a noradrenalina. Entonces, la dopamina no se metaboliza y suben las tasas. Claro, la utilización del disulfiram para los clínicos, para los que estamos todos los días a pie